La République de Platon, livre 6e. Ainsi donc, Glaucon, avec quelque peine et au terme d'une assez longue discussion, nous avons distingué les philosophes de ceux qui ne sont pas. Peut-être, dit-il, n'était-il pas aisé d'en venir à bout dans une courte discussion. Peut-être, avouai-je, et je crois même que la chose eût été portée à un plus haut degré d'évidence si nous n'avions eu à discourir que sur ce point, et qu'il ne restât mainte autre question à traiter, pour bien voir en quoi la vie de l'homme juste diffère de celle de l'homme injuste. Qu'avons-nous donc à traiter demanda-t-il après cela. Et quoi d'autre que ce qui suit immédiatement? Puisque sont philosophes ceux qui peuvent atteindre à la connaissance de l'immuable, tandis que ceux qui ne le peuvent mais errent dans la multiplicité des objets changeants ne sont pas philosophes, lesquels faut-il prendre pour chefs de la cité? Que dire ici pour faire une sage réponse? Ceux qui paraîtront capables de veiller sur les lois et les institutions de la cité sont ceux que nous devons établir gardiens. Bien, dit-il. Mais poursuivis-je, la question se pose-t-elle de savoir si c'est à un aveugle ou à un clairvoyant qu'il faut confier la garde d'un objet quelconque? Comment, répondit-il, se poserait-elle? Or, en quoi diffèrent-ils, selon toi, des aveugles, ceux qui sont privés de la connaissance de l'être réel, de chaque chose, qui n'ont dans leur âme aucun modèle lumineux, ni ne peuvent, à la lumière des peintres, à la manière des peintres, tourner leur regard vers le vrai absolu, et après l'avoir contemplé avec la plus grande attention, s'y rapporter pour établir ici-bas les lois du beau, du juste et du bon, s'il est besoin de les établir ou veiller à les sauvegarder si elles existent déjà? Par Zeus, dit-il, ils ne diffèrent pas beaucoup des aveugles. Les prendrons-nous donc comme gardiens, de préférence à ceux qui connaissent l'être de chaque chose, et qui d'ailleurs ne le cèdent ni en expérience ni en aucun genre de mérite? Il serait absurde d'en choisir d'autres que ces derniers, si pour le reste ils ne cèdent en rien aux premiers, car sur le point qui est peut-être le plus important, ils détiennent la supériorité. Faut-il dire maintenant de quelle manière ils pourront joindre l'expérience à la spéculation? Certainement. Comme nous le disions en début de cet entretien, il faut d'abord bien connaître le naturel qui leur est propre. Et je pense que si nous arrivons là-dessus à un accord satisfaisant, nous conviendrons aussi qu'ils peuvent joindre l'expérience à la spéculation, et que c'est à eux et non à d'autres que doit appartenir le gouvernement de la cité. Comment cela? Convenons d'abord au sujet des naturels philosophes qu'ils aiment toujours la science, parce qu'elle peut leur faire connaître cette essence éternelle qui n'est point soumise aux vicissitudes de la génération et de la corruption. Convenons-en. Et qu'ils aiment cette science tout entière, ne renonçant volontiers à aucune de ses parties, petite ou grande, honorée ou méprisée, comme les ambitieux et les amants dont nous avons parlé tout à l'heure. Tu as raison. Considère à présent s'il n'est pas nécessaire que des hommes qui doivent être tels que nous venons de dire possèdent en outre cette qualité, laquelle? La sincérité est une disposition naturelle à ne point admettre volontairement le mensonge, mais à le haïr et à chérir la vérité. C'est vraisemblable. Non seulement, mon ami, c'est vraisemblable, mais il est de toute nécessité que celui qui ressent naturellement de l'amour pour quelqu'un chérisse tout ce qui s'apparente et tient à l'objet de son amour. Tu as raison, dit-il. Or, pourrais-tu trouver quelque chose qui tienne plus étroitement à la science que la vérité? Et comment ne pourrais-je? Se peut-il donc que le même naturel soit à la fois ami de la sagesse et ami du mensonge? Nullement. Par suite, celui qui aime réellement la sagesse doit dès sa jeunesse aspirer aussi vivement que possible à saisir toute vérité. Certes. Mais nous savons que, quand les désirs se portent avec force vers un seul objet, ils sont plus faibles pour le reste, comme un cours d'eau détourné dans cette unique voie. Sans doute. Ainsi, quand les désirs d'un homme se portent vers les sciences et tout ce qui y touche, je crois qu'ils poursuivent les plaisirs que l'âme éprouve en elle-même et qu'ils délaissent ceux du corps,
du moins s'il s'agit d'un homme vraiment philosophe et qui ne feint point seulement de l'être. Il y a grande nécessité. Un tel homme est tempérant et nullement ami des richesses, car des raisons pour lesquelles on cherche la fortune, avec son accompagnement de larges dépenses, à tout autre que lui il appartient de faire cas. Certes. Il faut encore considérer ce point si tu veux distinguer le naturel philosophe de celui qui ne l'est pas. Lequel? Prends garde qu'il n'ait aucune bassesse de sentiment, car la petitesse d'esprit est peut-être ce qui répugne le plus à une âme qui doit tendre sans cesse à embrasser, dans leur ensemble et leur totalité, les choses divines et humaines. Rien de plus vrai. Mais crois-tu qu'un homme doué d'élévation dans la pensée, et à qui il est donné de contempler tous les temps et tous les êtres, puisse regarder la vie humaine comme quelque chose de grand? C'est impossible, dit-il. Ainsi, il ne pensera pas que la mort soit à craindre, pas le moins du monde. Donc, un naturel lâche et bas n'aura nul commerce, se semble, avec la vraie philosophie. Non, à mon avis. Mais quoi? Un homme réglé, exempt d'avidité, de bassesse, d'arrogance et de lâcheté, peut-il être, d'une manière quelconque, insociable et injuste? Nullement. Lors donc que tu voudras distinguer l'âme philosophe de celle qui ne l'est pas, tu observeras dès les premières années si elle se montre juste et douce ou insociable et farouche. Parfaitement. Tu ne négligeras pas non plus ceci, je pense. Quoi? Si elle a de la facilité ou de la difficulté à apprendre, peux-tu en effet attendre de quelqu'un qui s'attache fortement à ce qu'il fait, avec beaucoup de peine et peu de succès? Non, jamais. Mais quoi? S'il est incapable de rien retenir de ce qu'il apprend, s'il est plein d'oubli, se peut-il qu'il ne soit pas vide de science? Non. Se donnant inutilement de la peine, ne penses-tu pas qu'il sera forcé à la fin de se haïr lui-même et ce genre d'études? Comment n'y serait-il pas forcé? Ainsi, nous n'admettrons jamais une âme oublieuse parmi les âmes propres à la philosophie, car nous voulons que celle-ci soit douée d'une bonne mémoire. Certainement. Mais le défaut de goût et de décence entraîne inévitablement, dirons-nous, le manque de mesure. Sans doute. Or, crois-tu que la vérité soit liée à la mesure ou au manque de mesure? À la mesure. Dès lors, outre les autres dons, cherchons dans le philosophe un esprit plein de mesure et de grâce, que ses dispositions innées porteront aisément vers l'idée de chaque être. Très bien. Mais ne te semble-t-il pas que les qualités que nous venons d'énumérer se tiennent entre elles et qu'elles sont toutes nécessaires à une âme qui doit participer de façon pleine et parfaite à la connaissance de l'être? Elles lui sont au plus haut point nécessaires, dit-il. T'est-il donc possible de blâmer en quelque endroit une profession que l'on n'exercera jamais convenablement, si l'on est par nature doué de mémoire, de facilité à apprendre, de grandeur d'âme et de bonne grâce, si l'on est ami et comme parent de la vérité, de la justice, du courage et de la tempérance? Non, avoua-t-il, Momus lui-même n'y trouverait rien à reprendre. Eh bien, n'est-ce pas à de tels hommes, mûris par l'éducation et par l'âge, que tu confieras le gouvernement de la cité? Adimante prit alors la parole. Socrate, dit-il, personne ne saurait rien opposer à tes raisonnements. Mais voici ce qu'on éprouve toutes les fois qu'on t'entend discourir comme tu viens de faire. On s'imagine que par inexpérience dans l'art d'interroger et de répondre, on s'est laissé fourvoyer un peu à chaque question, et ces petits écarts s'accumulant apparaissent à la fin de l'entretien sous la forme d'une grosse erreur toute contraire à ce qu'on avait accordé au début. Et de même qu'au tric-trac, les joueurs inhabiles finissent par être bloqués par les habiles au point de ne savoir quelle pièce avancer, de même ton interlocuteur est bloqué et ne sait que dire en cette sorte de tric-trac où l'on joue non avec des pions mais avec des arguments. Et cependant, il n'incline pas plus à penser que la vérité soit dans tes discours. Je parle ainsi eu égard à la discussion présente, car maintenant on pourrait te dire qu'on n'a rien à opposer en parole à chacune de tes questions, mais qu'en fait on voit bien que ce qui s'applique à la philosophie
et qui, après l'avoir étudié dans la jeunesse pour leur instruction, ne l'abandonnent pas, mais y restent attachés, deviennent la plupart du temps des personnages tout à fait bizarres, pour ne pas dire tout à fait pervers, tandis que ceux qui semblent les meilleurs, gâtés néanmoins par cette étude que tu vantes, sont inutiles aux cités. Et moi, l'ayant écouté, penses-tu, lui demandai-je, que ceux qui tiennent ces propos ne disent pas la vérité? Je ne sais, répondit-il, mais j'aurai plaisir à connaître ton avis là-dessus. Sache donc qu'ils me paraissent dire vrai. Mais alors, reprit-il, comment est-on fondé à prétendre qu'il n'y aura point de cesse aux maux qui désolent les cités, tant que celles-ci ne seront pas gouvernées par ces philosophes que nous reconnaissons par ailleurs leur être inutile? Tu me poses là une question à laquelle je ne puis répondre que par une image. Pourtant, dit-il, il me semble que tu n'as pas coutume de t'exprimer par image. Bien, repris-je, tu me railles après m'avoir engagé dans une question si difficile à résoudre. Or donc, écoute ma comparaison afin de mieux voir encore combien je suis attaché à ce procédé. Le traitement que les États font subir aux hommes les plus sages est si dur qu'il n'est personne au monde qui en subisse de semblable, et que pour en composer une image, celui qui les veut défendre est obligé de réunir les traits de multiples objets à la manière des peintres qui représentent des animaux, moitié bouc et moitié cerf, et d'autres assemblages du même genre. Imagine donc quelque chose comme ceci se passant à bord d'un ou de plusieurs vaisseaux. Le patron, en taille et en force, surpasse tous les membres de l'équipage. Mais s'il est un peu sourd, un peu myope, et a en matière de navigation des connaissances aussi courtes que sa vue. Les matelots se disputent entre eux le gouvernail. Chacun estime que c'est à lui de le tenir, quoiqu'ils n'en connaissent point l'art, et qu'ils ne puissent dire sous quel maître ni dans quel temps il l'a appris. Bien plus, ils prétendent que ce n'est point un art qui s'apprenne, et si quelqu'un ose dire le contraire, ils sont prêts à le mettre en pièces. Sans cesse autour du patron, ils l'obsèdent de leurs prières et usent de tous les moyens pour qu'il leur confie le gouvernail. Et s'il arrive qu'ils ne le puissent persuader et que d'autres y réussissent, ils tuent ces derniers ou les jettent par-dessus bord. Ensuite, ils s'assurent du brave patron soit en l'endormant avec de la mandragore, soit en l'enivrant, soit de toute autre manière. Maître du vaisseau, il s'approprie alors tout ce qu'il renferme, et buvant et festoyant, navigue comme peuvent naviguer de pareils gens. En outre, il loue et appelle bon marin, excellent pilote, maître en l'art nautique, celui qui sait les aider à prendre le commandement, en usant de persuasion ou de violence à l'égard du patron, et blâme comme inutile quiconque ne les aide point. D'ailleurs, pour ce qui est du vrai pilote, il ne se doute même pas qu'il doit étudier le temps, les saisons, le ciel, les astres, les vents, s'il veut réellement devenir capable de diriger un vaisseau. Quant à la manière de commander, avec ou sans l'assentiment de telle ou telle partie de l'équipage, il ne croit pas qu'il soit possible de l'apprendre par l'étude ou par la pratique, et en même temps, l'art du pilotage. Ne penses-tu pas que sur les vaisseaux où se produisent de pareilles scènes, le vrai pilote sera traité par les matelots de bailleur aux étoiles, de vain discoureur et de propre à rien? Sans doute, répondit Adimante,